Pot-bouille par Émile Zola 1882. Chapitre 1. Rue Neuve-Saint-Augustin, un embarras de voitures arrêta le fiacre chargé de 3 malles qui y amenaient Octave de la gare de Lyon. Le jeune homme baissa la glace d'une portière, malgré le froid déjà vif de cette sombre après-midi de novembre. Il restait surpris de la brusque tombée du jour, dans ce quartier aux rues étranglées, toutes grouillantes de foule. Les jurons des cochers tapant sur les chevaux qui s'ébrouaient, les coudoiements sans fin des trottoirs, la file pressée des boutiques débordantes de commis et de clients, l'étourdissaient. Car, s'il avait rêvé Paris plus propre, il ne l'espérait pas d'un commerce aussi âpre. Il le sentait publiquement ouvert aux appétits des gaillards solides. Le cocher s'était penché. « C'est bien passage Choiseul ?»« Mais non, rue de Choiseul, une maison neuve, je crois. » Et le fiacre n'eut qu'à tourner. La maison se trouvait la seconde, une grande maison de 4 étages, dont la pierre gardait une pâleur à peine roussie, au milieu du plâtre rouillé des vieilles façades voisines. Octave, qui était descendu sur le trottoir, la mesurait, l'étudiait d'un regard machinal, depuis le magasin de soieries du rez-de-chaussée et de l'entresol jusqu'aux fenêtres en retrait du 4e, ouvrant sur une étroite terrasse. Au premier, des têtes de femmes soutenaient un balcon à rampe de fonte très ouvragé. Les fenêtres avaient des encadrements compliqués, taillés à la grosse sur des poncifs. Et, en bas, au-dessus de la porte cochère, plus chargée encore d'ornements, 2 amours déroulaient un cartouche, où était le numéro qu'un bec de gaz intérieur éclairait la nuit. Un gros monsieur blond, qui sortait du vestibule, s'arrêta net en apercevant Octave. « Comment ? Vous voilà » cria-t-il. « Mais je ne comptais sur vous que demain. »« Ma foi, » répondit le jeune homme, « j'ai quitté Plassans un jour plus tôt. Est-ce que la chambre n'est pas prête ? » ?»« Oh si, j'avais loué depuis 15 jours, et j'ai meublé ça tout de suite, comme vous me le demandiez. Attendez, je veux vous installer. » Il rentra malgré les instances d'Octave. Le cocher avait descendu les 3 malles. Debout dans la loge du concierge, un homme digne, à longue face rasée de diplomate, parcourait gravement le moniteur. Il daigna pourtant s'inquiéter de ces malles qu'on déposait sous sa porte, et, s'avançant, il demanda à son locataire, l'architecte du 3e, comme il le nommait, « Monsieur Campardon, est-ce la personne ? » ?»« Oui, monsieur Gourd, c'est monsieur Octave Mouret, pour qui j'ai loué la chambre du 4e. Il couchera là-haut et il prendra ses repas chez nous. Monsieur Mouret est un ami des parents de ma femme, que je vous recommande. » Octave regardait l'entrée aux panneaux de faux marbre et dont la voûte était décorée de rosaces. La cour, au fond, pavée et cimentée, avait un grand air de propreté froide. Seul, un cocher, à la porte des écuries, frottait un mort avec une peau. Jamais le soleil ne devait descendre là. Cependant, M. Gourd examinait les malles. Il les poussa du pied, devint respectueux devant leur poids et parla d'aller chercher un commissionnaire pour les faire monter par l'escalier de service. « Madame Gourd, je sors !» cria-t-il en se penchant dans la loge. Cette loge était un petit salon aux glaces claires, garni d'une moquette à fleurs rouges et meublé de palissandre. Et, par une porte entr'ouverte, on apercevait un coin de la chambre à coucher, un lit drapé de reps grenat. Madame Gourd, très grasse, coiffée de rubans jaunes, était allongée dans un fauteuil, les mains jointes, à ne rien faire. « Eh bien, montons, » dit l'architecte. Et, comme il poussait la porte d'acajou du vestibule, il ajouta, en voyant l'impression causée au jeune homme par la calotte de velours noir et les pantoufles bleu ciel de M. Gourd. « Vous savez, c'est l'ancien valet de chambre du duc de Vaugelade. »« Ah, » dit simplement Octave. « Parfaitement, et il a épousé la veuve d'un petit huissier de Morlaville. Il possède même une maison là-bas. Mais ils attendent d'avoir 3000 francs de rente pour s'y retirer. Oh, des concierges convenables. » Le vestibule et l'escalier étaient d'un luxe violent.
En bas, une figure de femme, une sorte de napolitaine toute dorée, portait sur la tête une amphore, d'où sortaient 3 becs de gaz, garnis de globes dépolis. Les panneaux de faux marbre, blancs à bordure rose, montaient régulièrement dans la cage ronde, tandis que la rampe de fonte, à bois d'acajou, imitait le vieil argent avec des épanouissements de feuilles d'or. Un tapis rouge, retenu par des tringles de cuivre, couvrait les marches. Mais ce qui frappa surtout Octave, ce fut, en entrant, une chaleur de serre, une haleine tiède qu'une bouche lui soufflait au visage. « Tiens, dit-il, l'escalier est chauffé ?»« Sans doute, répondit Campardon. Maintenant, tous les propriétaires qui se respectent font cette dépense. La maison est très bien, très bien. » Il tournait la tête, comme s'il en eût sondé les murs, de son œil d'architecte. « Mon cher, vous allez voir, elle est tout à fait bien, et habitée rien que par des gens comme il faut. » Alors, montant avec lenteur, il nomma les locataires. À chaque étage, il y avait 2 appartements, l'un sur la rue, l'autre sur la cour, et dont les portes d'acajou vernis se faisaient face. D'abord, il dit un mot de M. Auguste Vabre. C'était le fils aîné du propriétaire. Il avait pris, au printemps, le magasin de soieries du rez-de-chaussée et occupait également tout l'entresol. Ensuite, au premier, se trouvait, sur la cour, l'autre fils du propriétaire, M. Théophile Vabre, avec sa dame, et sur la rue, le propriétaire lui-même, un ancien notaire de Versailles, qui logeait du reste chez son gendre, M. Duveyrier, conseiller à la cour d'appel. « Un gaillard qui n'a pas 45 ans, dit en s'arrêtant Campardon. « Hein, c'est joli. » Il monta 2 marches et se tournant brusquement, il ajouta « Eau et gaz à tous les étages. » Sous la haute fenêtre de chaque palier, dont les vitres, bordées d'une grecque, éclairaient l'escalier d'un jour blanc, se trouvait une étroite banquette de velours. L'architecte fit remarquer que les personnes âgées pouvaient s'asseoir. Puis, comme il dépassait le second étage, sans nommer les locataires, « Et là ?» demanda Octave en désignant la porte du grand appartement. « Oh là !» dit-il, « des gens qu'on ne voit pas, que personne ne connaît. La maison s'en passerait volontiers. Enfin, on trouve des taches partout. » Il eut un petit souffle de mépris. « Le monsieur fait des livres, je crois. » Mais, au 3e, son rire de satisfaction reparut. L'appartement sur la cour était divisé en 2. Il y avait là Madame Juser, une petite femme bien malheureuse, et un monsieur très distingué qui avait loué une chambre où il venait 1 fois par semaine, pour des affaires. Tout en donnant ses explications, Campardon ouvrait la porte de l'autre appartement. « Ici, nous sommes chez moi, » reprit-il. « Attendez, il faut que je prenne votre clé. Nous allons monter d'abord à votre chambre et vous verrez ma femme ensuite. » Pendant les 2 minutes qu'il resta seul, Octave se sentit pénétré par le silence grave de l'escalier. Il se pencha sur la rampe, dans l'air tiède qui venait du vestibule. Il leva la tête, écoutant si aucun bruit ne tombait d'en haut. C'était une paix morte de salon bourgeois, soigneusement clos, où n'entrait pas un souffle du dehors. Derrière les belles portes d'acajou luisants, il y avait comme des abîmes d'honnêteté. « Vous aurez d'excellents voisins, » dit Campardon, qui avait reparu avec la clé. « Sur la rue, les Josserand, toute une famille, le père caissier à la cristallerie Saint-Joseph, 2 filles à marier. Et, près de vous, un petit ménage d'employés, les Pichon, des gens qui ne roulent pas sur l'or, mais d'une éducation parfaite. Il faut que tout se loue, n'est-ce pas ? Même dans une maison comme celle-ci. » À partir du 3e, le tapis rouge cessait et était remplacé par une simple toile grise. Octave en éprouva une légère contrariété d'amour-propre. L'escalier, peu à peu, l'avait empli de respect. Il était tout ému d'habiter une maison si bien, selon l'expression de l'architecte. Comme il s'engageait, derrière celui-ci, dans le couloir qui conduisait à sa chambre, il aperçut, par une porte entr'ouverte, une jeune femme debout devant un berceau. Elle leva la tête, au bruit. Elle était blonde, avec des yeux clairs et vides, et il n'emporta que ce regard, très distinct, car la jeune femme, tout d'un coup rougissante, poussa la porte,
de l'air honteux d'une personne surprise. Campardon s'était tourné pour répéter « Eau et gaz à tous les étages, mon cher !» Puis il montra une porte qui communiquait avec l'escalier de service. En haut étaient les chambres de domestiques. Et, s'arrêtant au fond du couloir, « Enfin, nous voici chez vous !» La chambre, carrée, assez grande, tapissée d'un papier gris à fleurs bleues, était meublée très simplement. Près de l'alcôve se trouvait ménagé un cabinet de toilette, juste la place de se laver les mains. Octave alla droit à la fenêtre, d'où tombait une clarté verdâtre. La cour s'enfonçait, triste et propre, avec son pavé régulier, sa fontaine dont le robinet de cuivre luisait. Et toujours pas un être, pas un bruit, rien que les fenêtres uniformes, sans une cage d'oiseaux, sans un pot de fleurs, étalant la monotonie de leurs rideaux blancs. Pour cacher le grand mur nu de la maison de gauche, qui fermait le carré de la cour, on y avait répété les fenêtres, de fausses fenêtres peintes, aux persiennes éternellement closes, derrière lesquelles semblait se continuer la vie murée des appartements voisins. « Mais je serai parfaitement, » cria Octave, enchanté. « N'est-ce pas ?» dit Campardon. « Mon Dieu, j'ai fait comme pour moi. Et d'ailleurs, j'ai suivi les instructions contenues dans vos lettres. Alors, le mobilier vous plaît ? C'est tout ce qu'il faut pour un jeune homme. Plus tard, vous verrez. » Et, comme Octave lui serrait les mains en le remerciant, en s'excusant de lui avoir donné tout ce tracas, il reprit d'un air sérieux. « Seulement, mon brave, pas de tapage ici, surtout pas de femme, parole d'honneur. Si vous ameniez une femme, ça serait une révolution. »« Soyez tranquille, » murmura le jeune homme, un peu inquiet. « Non, laissez-moi vous dire, c'est moi qui serai compromis. Vous avez vu la maison, tous bourgeois et d'une moralité, même entre nous, ils raffinent trop. Jamais un mot, jamais plus de bruit que vous ne venez d'en entendre. Ah, bien, Monsieur Gourd irait chercher Monsieur Vabre, nous serions propres tous les deux. Mon cher, je vous le demande pour ma tranquillité. Respectez la maison. » Octave, que tant d'honnêteté gagnait, jura de la respecter. Alors, Campardon, jetant autour de lui un regard de méfiance, et baissant la voix, comme si l'on eût pu l'entendre, ajouta, l'œil allumé. « Dehors, ça ne regarde personne, hein ? Paris est assez grand, on a de la place. Moi, au fond, je suis un artiste, je m'en fiche. » Un commissionnaire montait les malles. Quand l'installation fut terminée, l'architecte assista paternellement à la toilette d'Octave. Puis, se levant, « Maintenant, descendons voir ma femme. » Au troisième, la femme de chambre, une fille mince, noiraude et coquette, dit que madame était occupée. Campardon, pour mettre à l'aise son jeune ami, et lancé d'ailleurs par ses premières explications, lui fit visiter l'appartement. D'abord, le grand salon blanc et or, très orné de moulures rapportées, entre un petit salon vert qu'il avait transformé en cabinet de travail, et la chambre à coucher, où il ne put rentrer, mais dont il lui indiqua la forme étranglée et le papier mauve. Comme il l'introduisait ensuite dans la salle à manger, toute en faux bois, avec une complication extraordinaire de baguettes et de caissons, Octave séduit s'écria « C'est très riche !» Au plafond, 2 grandes fentes coupaient les caissons, et, dans un coin, la peinture qui s'était écaillée montrait le plâtre. « Oui, ça fait de l'effet, » dit lentement l'architecte, les yeux fixés sur le plafond. « Vous comprenez, ces maisons-là, c'est bâti pour faire de l'effet. Seulement, il ne faudrait pas trop fouiller les murs. Ça n'a pas 12 ans et ça part déjà. On met la façade en belle pierre, avec des machines sculptées. On vernit l'escalier à 3 couches. On dore et on peinturlure les appartements. Et ça flatte le monde, ça inspire de la considération. Oh, c'est encore solide, ça durera toujours autant que nous. » Il lui fit traverser de nouveau l'antichambre que des vitres dépolies éclairaient. À gauche, donnant sur la cour, il y avait une seconde chambre où couchait sa fille Angèle. Et, toute blanche, elle était, par cet après-midi de novembre, d'une tristesse de tombe. Puis, au fond du couloir, se trouvait la cuisine, dans laquelle il tint absolument à le conduire,
disant qu'il fallait tout connaître. « Entrez donc » répétait-il en poussant la porte. Un terrible bruit s'en échappa. La fenêtre, malgré le froid, était grande ouverte. Accoudée à la barre d'appui, la femme de chambre noiraude et une cuisinière grasse, une vieille débordante, se penchaient dans le puits étroit d'une cour intérieure où s'éclairaient, face à face, les cuisines de chaque étage. Elles criaient ensemble, les reins tendus, pendant que, du fond de ce boyau, montaient des éclats de voix canailles, mêlés à des rires et à des jurons. C'était comme la déverse d'un égout. Toute la domesticité de la maison était là, à se satisfaire. Octave se rappela la majesté bourgeoise du grand escalier. Mais les deux femmes, averties par un instinct, s'étaient retournées. Elles restèrent saisies en apercevant leur maître avec un monsieur. Il y eut un léger sifflement, des fenêtres se refermèrent, tout retomba à un silence de mort. « Qu'est-ce donc, Lisa » demanda Campardon. « Monsieur, » répondit la femme de chambre, très excitée, « c'est encore cette malpropre d'Adèle. Elle a jeté une tripée de lapin par la fenêtre. Monsieur devrait bien parler à monsieur Josserand. » Campardon resta grave, désireux de ne pas s'engager. Il revint dans son cabinet de travail en disant à Octave : « Vous avez tout vu. À chaque étage, les appartements se répètent. Moi, j'en ai pour 2500 francs, et au troisième, les loyers augmentant tous les jours, Monsieur Vabre doit se faire dans les 22 000 francs avec son immeuble. Et ça montera encore, car il est question d'ouvrir une large voie de la place de la Bourse au Nouvel Opéra. Une maison dont il a eu le terrain pour rien, il n'y a pas 12 ans, après ce grand incendie allumé par la bonne d'un droguiste. » Comme ils entraient, Octave aperçut, au-dessus d'une table à dessin, dans le plein jour de la fenêtre, une image de sainteté richement encadrée, une vierge montrant, hors de sa poitrine ouverte, un cœur énorme qui flambait. Il ne put réprimer un mouvement de surprise. Il regarda Campardon, qu'il avait connu très farceur à Plassans. « Ah, je ne vous ai pas dit, » reprit celui-ci avec une rougeur légère. « J'ai été nommé architecte diocésain. Oui, à Évreux. Oh, une misère comme argent. En tout, à peine 2000 francs par an. Mais il n'y a rien à faire. De temps à autre, un voyage. Pour le reste, j'ai là-bas un inspecteur. Et, voyez-vous, c'est beaucoup quand on peut mettre sur ses cartes « architecte du gouvernement ». Vous ne vous imaginez pas les travaux que cela me procure dans la haute société. En parlant, il regardait la Vierge au cœur embrasé. Après tout, continua-t-il dans un brusque accès de franchise, moi, je m'en fiche de leur machine. Mais, Octave s'étant mis à rire, l'architecte fut pris de peur. Pourquoi se confier à ce jeune homme ? Il eut un regard oblique, se donna un air de componction, tâcha de rattraper sa phrase. Je m'en fiche et je ne m'en fiche pas, mon Dieu. Oui, j'y arrive. Vous verrez, mon ami. Quand vous aurez un peu vécu, vous ferez comme tout le monde. Et il parla de ses 42 ans, du vide de l'existence, posa pour une mélancolie qui jurait avec sa grosse santé. Dans la tête d'artiste qu'il s'était faite, les cheveux en coup de vent, la barbe taillée à la Henri IV, on retrouvait le crâne plat et la mâchoire carrée d'un bourgeois d'esprit borné, aux appétits voraces. Plus jeune, il avait eu une gaieté fatigante. Les yeux d'Octave s'étaient arrêtés sur un numéro de la Gazette de France qui traînait parmi des plans. Alors, Campardon, de plus en plus gêné, sonna la femme de chambre pour savoir si madame était libre enfin. Oui, le docteur partait. Madame allait venir. « Est-ce que madame Campardon est souffrante ?» demanda le jeune homme. « Non, elle est comme d'habitude, » dit l'architecte d'une voix ennuyée. « Ah, et qu'a-t-elle donc ?» Repris d'embarras, il ne répondit pas directement. « Vous savez, les femmes, il y a toujours quelque chose qui se casse. Elle est ainsi depuis 13 ans, depuis ses couches. Autrement, elle se porte comme un charme. Vous allez même la trouver engraissée. » Octave n'insista pas. Justement, Lisa revenait, apportant une carte. Et l'architecte s'excusa, se précipita vers le salon en priant le jeune homme de causer avec sa femme pour prendre patience. Celui-ci, par la porte vivement ouverte et refermée, avait aperçu, au milieu de la grande pièce blanc et or, la tache noire d'une soutane. Au même moment, madame Campardon entrait par l'antichambre.
Il ne la reconnaissait pas. Autrefois, étant gamin, lorsqu'il l'avait connue à Plassans chez son père, M. Domergue, conducteur des ponts et chaussées, elle était maigre et laide, chétive à 20 ans comme une fillette qui souffre de la crise de sa puberté. Et il la retrouvait dodue, d'un teint clair et reposé de nonne, avec des yeux tendres, des fossettes, un air de chatte gourmande. Si elle n'avait pas pu devenir jolie, elle s'était mûrie vers les 30 ans, prenant une saveur douce et une bonne odeur fraîche de fruits d'automne. Il remarqua seulement qu'elle marchait avec difficulté, la taille roulante, vêtue d'un long peignoir de soie réséda, ce qui lui donnait une langueur. « Mais vous êtes un homme, maintenant, dit-elle gaiement, les mains tendues. Comme vous avez poussé, depuis notre dernier voyage. Et elle le regardait, grand, brun, beau garçon, avec ses moustaches et sa barbe soignée. Quand il dit son âge, 22 ans, elle se récria. Il en paraissait 25 au moins. Lui, que la présence d'une femme, même de la dernière des servantes, emplissait d'un ravissement, riait d'un rire perlé, en la caressant de ses yeux couleur de vieil or, d'une douceur de velours. « Oh, oui, répétait-il mollement, j'ai poussé. Vous rappelez-vous quand votre cousine Gasparine m'achetait des billes ?» Ensuite, il lui donna des nouvelles de ses parents. Monsieur et madame Domergue vivaient heureux dans la maison où ils s'étaient retirés, et ils se plaignaient seulement d'être bien seuls. Ils gardaient rancune à Campardon de leur avoir enlevé ainsi leur petite Rose pendant un séjour fait à Plassans pour des travaux. Puis le jeune homme tâcha de ramener la conversation sur la cousine Gasparine, ayant une ancienne curiosité de galopin précoce à satisfaire au sujet d'une aventure jadis inexpliquée. Le coup de passion de l'architecte pour Gasparine, une grande belle fille pauvre, et son brusque mariage avec la maigre Rose qui avait 30 000 francs de dot, et toute une scène de larmes et une brouille, une fuite de l'abandonner à Paris auprès d'une tante couturière. Mais madame Campardon, dont la chair paisible gardait une pâleur rosée, parut ne pas comprendre. Il ne put en tirer aucun détail. « Et vos parents ?» demanda-t-elle à son tour. « Comment se portent monsieur et madame Mouret ?»« Très bien, je vous remercie, » répondit-il. « Ma mère ne sort plus de son jardin. Vous retrouveriez la maison de la rue de la Banne telle que vous l'avez laissée. » Madame Campardon, qui semblait ne pouvoir rester longtemps debout sans fatigue, s'était assise sur une haute chaise à dessiner, les jambes allongées dans son peignoir. Et lui, approchant un siège bas, levait la tête pour lui parler de son air d'adoration habituel. Avec ses larges épaules, il était femme. Il avait un sens des femmes qui, tout de suite, le mettaient dans leur cœur. Aussi, au bout de 10 minutes, tous deux causaient-ils déjà comme de vieilles amies. « Me voilà donc votre pensionnaire, » disait-il en passant sur sa barbe une main belle, aux ongles correctement taillés. « Nous ferons beau ménage, vous verrez. Que vous avez été charmante de vous souvenir du gamin de Plassans et de vous occuper de tout au premier mot. » Mais elle se défendait. « Non, ne me remerciez pas. Je suis bien trop paresseuse. Je ne bouge plus. C'est Achille qui a tout arrangé. Et d'ailleurs, ne suffisait-il pas que ma mère nous confiât votre désir de prendre pension dans une famille pour que nous songions à vous ouvrir notre maison? Vous ne tomberez pas chez des étrangers, et cela nous fera de la compagnie. » Alors, il compta ses affaires. Après avoir enfin obtenu le diplôme de bachelier pour contenter sa famille, il venait de passer 3 ans à Marseille, dans une grande maison d'indienne imprimée dont la fabrique se trouvait aux environs de Plassans. Le commerce le passionnait, le commerce du luxe de la femme, où il entre une séduction, une possession lente par des paroles dorées et des regards adulateurs. Et il raconta, avec des rires de victoire, comment il avait gagné les 5 000 francs, sans lesquels, d'une prudence de juif sous les dehors d'un étourdi aimable, il ne se serait jamais risqué à Paris. Imaginez-vous, ils avaient une indienne Pompadour, un ancien dessin, une merveille. Personne ne mordait, c'était dans les caves depuis 2 ans. Alors, comme j'allais faire le Var et les Basses-Alpes, j'eus l'idée d'acheter tout le solde et de le placer pour mon compte. Oh, un succès fou. Les femmes s'arrachaient les coupons. Il n'y en a pas une, aujourd'hui, qui n'ait là-bas de mon indienne sur le corps.
Il faut dire que je les roulais si gentiment. Elles étaient toutes à moi. J'aurais fait d'elles ce que j'aurais voulu. » Et il riait, pendant que madame Campardon, séduite, troublée par la pensée de cette indienne Pompadour, le questionnait. Des petits bouquets sur fond écru, n'est-ce pas ? Elle en avait cherché partout pour un peignoir d'été. « J'ai voyagé 2 ans. C'est assez, » reprit-il. « D'ailleurs, il faut bien conquérir Paris. Je vais immédiatement chercher quelque chose. »« Comment ?» s'écria-t-elle. « Achille ne vous a pas raconté ? Mais il a pour vous une situation et à 2 pas d'ici. » Il remerciait. S'étonnant comme en pays de cocagne, demandant par plaisanterie s'il n'allait pas trouver, le soir, une femme et 100 000 francs de rente dans sa chambre, lorsqu'une enfant de 14 ans, longue et laide, avec des cheveux d'un blond fade, poussa la porte et jeta un léger cri d'effarouchement. « Entre et n'aie pas peur, » dit madame Campardon. « C'est monsieur Octave Mouret, dont tu nous as entendu parler. » Puis, se tournant vers celui-ci. « Ma fille Angèle, nous ne l'avions pas emmenée lors de notre dernier voyage. Elle était si délicate, mais la voilà qui se remplit un peu. » Angèle, avec la gêne maussade des filles dans l'âge ingrat, était venue se placer derrière sa mère. Elle coulait des regards sur le jeune homme souriant. Presque aussitôt, Campardon reparut, l'air animé. Et il ne put se tenir, il conta l'heureuse chance à sa femme, en quelques phrases coupées. L'abbé Mauduit, vicaire à Saint-Roch, pour des travaux. Une simple réparation, mais qui pouvait le mener loin. Puis, contrarié d'avoir causé devant Octave, frémissant encore, il tapa dans ses mains en disant « Allons, allons, que faisons-nous » ?« Mais vous sortiez, » dit Octave, « je ne veux pas vous déranger. » « Achille, » murmura madame Campardon, « cette place, chez les Hédouin. »« Tiens, c'est vrai, » s'écria l'architecte. « Mon cher, une place de premier commis, dans une maison de nouveautés. J'y connais quelqu'un qui a parlé pour vous. On vous attend. Il n'est pas 4 heures. Voulez-vous que je vous présente ?» Octave hésitait, inquiet du nœud de sa cravate, troublé dans sa passion d'une mise correcte. Pourtant, il se décida lorsque madame Campardon lui eut juré qu'il était très convenable. D'un mouvement languissant, elle avait tendu le front à son mari, qui la baisait avec une effusion de tendresse, répétant « Adieu, mon chat. Adieu, ma cocotte. » « Vous savez, on dîne à 7 heures, » dit-elle en les accompagnant à travers le salon où ils cherchaient leurs chapeaux. Angèle les suivait, sans grâce. Mais son professeur de piano l'attendait et tout de suite elle tapa sur l'instrument de ses doigts secs. Octave, qui s'attardait dans l'antichambre à remercier encore, eut la voix couverte. Et, comme il descendait l'escalier, le piano sembla le poursuivre. Au milieu du silence tiède, chez madame Juseur, chez les Vabre, chez les Duveyrier, d'autres pianos répondaient, jouant à chaque étage d'autres airs qui sortaient, lointains et religieux, du recueillement des portes. En bas, Campardon tourna dans la rue Neuve-Saint-Augustin. Il se taisait, de l'air absorbé d'un homme qui cherche une transition. « Vous vous rappelez, mademoiselle Gasparine ?» demanda-t-il enfin. « Elle est première demoiselle chez les Hédouin. Vous allez la voir. » Octave crut l'occasion venue de contenter sa curiosité. « Ah, dit-il, elle loge chez vous ?»« Non, non, s'écria l'architecte vivement et comme blessé. Puis, le jeune homme ayant paru surpris de sa violence, il continua, gêné, avec douceur. « Non, elle et ma femme ne se voient plus. Vous savez, dans les familles. Moi, je l'ai rencontrée et je n'ai pu lui refuser la main, n'est-ce pas ? D'autant plus qu'elle ne roule guère sur l'or, la pauvre fille. Ça fait que, maintenant, elles ont par moi de leurs nouvelles. Dans ces vieilles querelles, il faut laisser le temps fermer les blessures. » Octave se décidait à l'interroger carrément sur son mariage lorsque l'architecte coupa court en disant « Nous y voilà !» C'était, à l'encoignure des rues Neuve-Saint-Augustin et de la Michaudière, un magasin de nouveautés dont la porte ouvrait sur le triangle étroit de la place Gaillon. Barrant 2 fenêtres de l'entresol, une enseigne portait, en grandes lettres dédorées, « Au bonheur des dames, maison fondée en 1822 », tandis que, sur les glaces sans teint des vitrines, on lisait,
peinte en rouge, la raison sociale, Deleuze, Hédouin et Sy. Cela n'a pas le chic moderne, mais c'est honnête et c'est solide, expliquait rapidement Campardon. Monsieur Hédouin, un ancien commis, a épousé la fille de l'aîné des Deleuze, qui est mort il y a 2 ans. De sorte que la maison est dirigée maintenant par le jeune ménage, le vieil oncle Deleuze et un autre associé, je crois, qui tous deux se tiennent à l'écart. Vous verrez, madame Hédouin. Oh, une femme de tête. Entrons. Justement, monsieur Hédouin était à Lille pour un achat de toile. Ce fut madame Hédouin qui les reçut. Elle était debout, un porte-plume derrière l'oreille, donnant des ordres à 2 garçons de magasin qui rangeaient des pièces d'étoffe dans des cases. Et elle lui apparut si grande, si admirablement belle, avec son visage régulier et ses bandeaux unis, si gravement souriante dans sa robe noire, sur laquelle tranchait un col plat et une petite cravate d'homme, qu'Octave, peu timide de sa nature pourtant, balbutia. Tout fut réglé en quelques mots. « Eh bien, dit-elle de son air tranquille, avec sa grâce accoutumée de marchande, puisque vous êtes libre, visitez le magasin. » Elle appela un commis, lui confia Octave. Puis, après avoir répondu poliment sur une question de Campardon, que mademoiselle Gasparine était en course, elle tourna le dos, elle continua sa besogne, jetant des ordres de sa voix douce et brève. « Pas là, Alexandre. Mettez les soies en haut. Ce n'est plus la même marque, prenez garde. » Campardon, hésitant, dit enfin à Octave qu'il repasserait le prendre pour le dîner. Alors, pendant 2 heures, le jeune homme visita le magasin. Il le trouva mal éclairé, petit, encombré de marchandises qui débordaient du sous-sol, s'entassaient dans les coins, ne laissaient que des passages étranglés entre des murailles hautes de ballots. À plusieurs reprises, il s'y rencontra avec madame Hédouin, affairée, filant par les plus étroits couloirs sans jamais accrocher un bout de sa robe. Elle semblait l'âme vive et équilibrée de la maison, dont tout le personnel obéissait au moindre signe de ses mains blanches. Octave était blessé qu'elle ne le regardât pas davantage. Vers 7h moins un quart, comme il remontait une dernière fois du sous-sol, on lui dit que Campardon était au premier, avec mademoiselle Gasparine. Il y avait là un comptoir de lingerie que tenait cette demoiselle. Mais en haut de l'escalier tournant, derrière une pyramide faite de pièces de calicot symétriquement rangées, le jeune homme s'arrêta net en entendant l'architecte tutoyer Gasparine. « Je te jure que non !» criait-il, s'oubliant jusqu'à hausser la voix. Il y eut un silence. « Comment se porte-t-elle » demanda la jeune femme. « Mon Dieu, toujours la même chose. Ça va, ça vient. Elle sent bien que c'est fini, maintenant. Jamais ça ne se remettra. » Gasparine reprit d'une voix apitoyée. « Mon pauvre ami, c'est toi qui es à plaindre. Enfin, puisque tu as pu t'arranger d'une autre façon, dis-lui combien je suis chagrine de la savoir toujours souffrante. » Campardon, sans la laisser achever, l'avait saisie aux épaules et la baisait rudement sur les lèvres, dans l'air chauffé de gaz qui s'alourdissait déjà sous le plafond bas. Elle lui rendit son baiser en murmurant « Si tu peux, demain matin, à 6h, je resterai couché. Frappe 3 coups. » Octave, étourdi, commençant à comprendre, toussa et se montra. Une autre surprise l'attendait. La cousine Gasparine s'était séchée, maigre, anguleuse, la mâchoire saillante, les cheveux durs. Et elle n'avait gardé que ses grands yeux superbes dans son visage devenu terreux. Avec son front jaloux, sa bouche ardente et volontaire, elle le troubla, autant que Rose l'avait charmé, par son épanouissement tardif de blonde indolente. Cependant, Gasparine fut polie, sans effusion. Elle se souvenait de Plassans. Elle parla au jeune homme des jours d'autrefois. Quand ils descendirent, Campardon et lui, elle leur serra la main. En bas, madame Hédouin dit simplement à Octave « À demain, monsieur !» Dans la rue, assourdi par les fiacres, bousculé par les passants, le jeune homme ne put s'empêcher de faire remarquer que cette dame était très belle, mais qu'elle n'avait pas l'air aimable. Sur le pavé noir et boueux, des vitrines claires de magasins fraîchement décorés, flambant de gaz,
jetaient des carrés de vive lumière, tandis que de vieilles boutiques, aux étalages obscurs, attristaient la chaussée de trous d'ombre, éclairés seulement à l'intérieur par des lampes fumeuses qui brûlaient comme des étoiles lointaines. Rue Neuve-Saint-Augustin, un peu avant de tourner dans la rue de Choiseul, l'architecte salua en passant devant une de ses boutiques. Une jeune femme, mince et élégante, drapée dans un mantelet de soie, se tenait debout sur le seuil, tirant à elle un petit garçon de 3 ans pour qu'il ne se fît pas écraser. Elle causait avec une vieille dame en cheveux, la marchande sans doute, qu'elle tutoyait. Octave ne pouvait distinguer ses traits dans ce cadre de ténèbres sous les reflets dansants des becs de gaz voisins. Elle lui parut jolie, il ne voyait que 2 yeux ardents qui se fixèrent un instant sur lui comme 2 flammes. Derrière, la boutique s'enfonçait, humide, pareille à une cave, d'où montait une vague odeur de salpêtre. « C'est Madame Valérie, la femme de Monsieur Théophile Vabre, le fils cadet du propriétaire. Vous savez, les gens du premier, » reprit Campardon quand il eut fait quelques pas. « Oh, une dame bien charmante. Elle est née dans cette boutique, une des merceries les plus achalandées du quartier, que ses parents, Monsieur et Madame Louette, tiennent encore pour s'occuper. Ils y ont gagné des sous, je vous en réponds. » Mais Octave ne comprenait pas le commerce de la sorte, dans ces trous du vieux Paris, où jadis une pièce d'étoffe suffisait d'enseigne. Il jura que, pour rien au monde, il ne consentirait à vivre au fond d'un pareil caveau. On devait y empoigner de jolies douleurs. Tout en causant, ils avaient monté l'escalier. On les attendait. Madame Campardon s'était mise en robe de soie grise, coiffée coquettement, très soignée dans toute sa personne. Campardon la baisa sur le cou avec une émotion de bon mari. « Bonsoir, mon chat. Bonsoir, ma cocotte. » Et l'on passa dans la salle à manger. Le dîner fut charmant. Madame Campardon causa d'abord des Deleuze et des Hédouin, une famille respectée de tout le quartier et dont les membres étaient bien connus. Un cousin papetier rue Gaillon, un oncle marchand de parapluies, passage Choiseul, des neveux et des nièces établis un peu partout aux alentours. Puis la conversation tourna. On s'occupa d'Angèle, raide sur sa chaise, mangeant avec des gestes cassés. Sa mère l'élevait à la maison, c'était plus sûr. Et, ne voulant pas en dire davantage, elle clignait les yeux pour faire entendre que les demoiselles apprennent de vilaines choses dans les pensionnats. Sournoisement, la jeune fille venait de poser son assiette en équilibre sur son couteau. Lisa, qui servait, ayant failli la casser, s'écria « C'est votre faute, mademoiselle !» Un fou rire, violemment contenu, passa sur le visage d'Angèle. Madame Campardon s'était contentée de hocher la tête. Et, quand Lisa fut sortie pour aller chercher le dessert, elle fit d'elle un grand éloge. Très intelligente, très active, une fille de Paris sachant toujours se retourner. On aurait pu se passer de Victoire, la cuisinière, qui n'était plus très propre à cause de son grand âge. Mais elle avait vu naître monsieur chez son père, c'était une ruine de famille qu'il respectait. Puis, comme la femme de chambre rentrait avec des pommes cuites, « Conduite irréprochable, continua Madame Campardon à l'oreille d'Octave. Je n'ai encore rien découvert. Un seul jour de sortie par mois pour aller embrasser sa vieille tante, qui demeure très loin. » Octave regardait Lisa. À la voir, nerveuse, la poitrine plate, les paupières meurtries, cette pensée lui vint qu'elle devait faire une sacrée noce chez sa vieille tante. Du reste, il approuvait fortement la mère, qui continuait à lui soumettre ses idées sur l'éducation. Une jeune fille est une responsabilité si lourde, il fallait écarter d'elle jusqu'au souffle de la rue. Et, pendant ce temps, Angèle, chaque fois que Lisa se penchait près de sa chaise pour changer une assiette, lui pinçait les cuisses, dans une rage d'intimité, sans que ni l'une ni l'autre, très sérieuse, eussent seulement un battement de paupières. « On doit être vertueux pour soi, » dit l'architecte doctement, comme conclusion à des pensées qu'il n'exprimait pas. « Moi, je me fiche de l'opinion. Je suis un artiste. » Après le dîner, on resta jusqu'à minuit au salon. C'était une débauche pour fêter l'arrivée d'Octave. Madame Campardon paraissait très lasse. Peu à peu, elle s'abandonnait, renversée sur un canapé. « Tu souffres, mon chat ?» lui demanda son mari. « Non, » répondit-elle à demi-voix, « c'est toujours la même chose. » Elle le regarda, puis doucement. « Tu l'as vu chez les Hédouin ?»« Oui,
Elle m'a demandé de tes nouvelles. » Des larmes montaient aux yeux de Rose. « Elle se porte bien, elle. »« Voyons, voyons, » dit l'architecte en lui mettant de petits baisers sur les cheveux, oubliant qu'il n'était pas seul. « Tu vas encore te faire du mal. Ne sais-tu pas que je t'aime tout de même, ma pauvre cocotte ?» Octave, qui, discrètement, était allé à la fenêtre, comme pour regarder dans la rue, revint étudier le visage de madame Campardon, la curiosité remise en éveil, se demandant si elle savait. Mais elle avait repris sa face aimable et dolente. Elle se pelotonnait au fond du canapé, en femme qui se fait son plaisir, forcément résignée à sa part de caresses. Enfin, Octave leur souhaita une bonne nuit. Son bougeoir à la main, il était encore sur le palier lorsqu'il entendit un bruit de robe de soie frôlant les marches. Par politesse, il s'effaça. C'étaient évidemment les dames du 4e, madame Josserand et ses 2 filles, qui revenaient de soirée. Quand elles passèrent, la mère, une femme corpulente et superbe, le dévisagea, tandis que l'aînée des demoiselles s'écartait d'un air rêche et que la cadette, étourdiment, le regardait avec un rire, dans la vive clarté de la bougie. Elle était charmante, celle-là, la mine chiffonnée, le teint clair, les cheveux châtains, dorés de reflets blonds. Et elle avait une grâce hardie, la libre allure d'une jeune mariée rentrant d'un bal dans une toilette compliquée de nœuds et de dentelles, comme les filles à marier n'en portent pas. Les traînes disparurent le long de la rampe, une porte se referma. Octave restait tout amusé de la gaieté de ses yeux. Lentement, il monta à son tour. Un seul bec de gaz brûlait, l'escalier s'endormait dans une chaleur lourde. Il lui sembla plus recueilli, avec ses portes chastes, ses portes de riches acajou, fermées sur des alcôves honnêtes. Pas un soupir ne passait, c'était un silence de gens bien élevés qui retiennent leur souffle. Cependant, un léger bruit se fit entendre. Il se pencha et aperçut M. Gourd, en pantoufles et en calotte, éteignant le dernier bec de gaz. Alors, tout s'abîma, la maison tomba à la solennité des ténèbres, comme anéantie dans la distinction et la décence de son sommeil. Octave, pourtant, eut beaucoup de peine à s'endormir. Il se retournait fiévreusement, la cervelle occupée des figures nouvelles qu'il avait vues. Pourquoi diable les Campardon se montraient-ils si aimables ? Est-ce qu'ils rêvaient, plus tard, de lui donner leur fille ? Peut-être aussi le mari le prenait-il en pension pour occuper et égayer sa femme ? Et cette pauvre dame, quelle drôle de maladie pouvait-elle avoir ? Puis ses idées se brouillèrent davantage. Il vit passer des ombres. La petite madame Pichon, sa voisine, avec ses regards vides et clairs. La belle madame Édouin, correcte et sérieuse dans sa robe noire. Et les yeux ardents de madame Valérie, et le rire gai de mademoiselle Josserand. Comme il en poussait en quelques heures sur le pavé de Paris. Toujours il avait rêvé cela, des dames qui le prendraient par la main et qui l'aideraient dans ses affaires. Mais celle-là revenait, se mêlait avec une obstination fatigante. Il ne savait laquelle choisir. Il s'efforçait de garder sa voix tendre, ses gestes câlins. Et brusquement, accablé, exaspéré, il céda à son fond de brutalité, au dédain féroce qu'il avait de la femme, sous son air d'adoration amoureuse. « Vont-elles me laisser dormir à la fin ?» dit-il à voix haute, en se remettant violemment sur le dos. « La première qui voudra. Je m'en fiche. Et tout à la fois, si ça leur plaît. Dormons. Il fera jour demain. »